Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de cette histoire mystérieuse qui plane autour d'hommes simplement habillés en noir. Véritable légende urbaine ou de vrais personnages loufoques, ces hommes en noir appelés MIB pour Men in Black, qui ont d'ailleurs inspiré le très célèbre film américain Men in Black, mettant en scène le très talentueux Will Smith, ne cesseront de vous étonner. Vous verrez dans cette histoire que la frontière entre imaginaire et réalité peut parfois être très mince. Une chose est sûre, le mystère entourant cette histoire n'est pas près d'être résolu, et aucune réponse logique n'a pu être avancée pour expliquer les événements en lien avec le MIB. Voici leur histoire. L'histoire commence à Victoria, en Colombie-Britannique, le 3 octobre 1981. Grant Brayland, qui tenait une radio CB, avait fait part à ses auditeurs de sa récente observation. Il a aperçu un ovni dans le ciel de Victoria, détail a priori banal mais qui a son importance dans la suite de l'histoire. En effet, Grant Brayland avait, suite à son annonce sur les ondes de son radio CB, reçu une réponse d'un homme également témoin du même phénomène. À ce stade, il décide de fixer rendez-vous dans un centre commercial le 5 octobre 1981 pour échanger sur leurs observations. Sauf que voilà, à quelques heures du rendez-vous, l'homme annule suite à un accident où il s'est cassé le bras. Plus encore, Brayland reçoit comme une claque et commence à observer le changement d'ambiance étrange qui règne autour de lui dans le centre commercial. Habituellement bondé, le lieu est maintenant désert. Deux hommes d'une grande ressemblance se tiennent pourtant là, à quelques mètres de lui. Autre détail frappant, ces derniers sont tous deux habillés de complets bleus très foncés, presque noirs. Ils ont également un visage assez particulier et émacié, n'ont pas de sourcils, ont le teint aussi bronzé qu'après un voyage au soleil. Le plus étrange, c'est sûrement ce moment où Brayland commence à s'éloigner de la cabine téléphonique et que l'un des deux hommes s'adresse à lui tout naturellement. « Quel est votre nom ?» Sur le coup, Brayland s'étonne, mais lui répond tout aussi naturellement que cela ne le regardait pas. L'autre homme intervient alors à son tour. « Où habitez-vous » Toujours aucune réponse de Brayland, mais l'homme en noir persiste et enchaîne. « Quel est votre numéro » Cette question laisse Brayland coa. Il a bien compris par là que l'homme ne lui demandait pas son numéro de téléphone ou autre, mais juste son numéro, à croire qu'il parlait d'une sorte de numéro de série. Il ignora toutes les questions. Les deux hommes se mirent à le dévisager de longues secondes avant de tourner les talons et de s'éloigner d'un pas synchrone. Brayland, encore sous le choc de cette rencontre, décida de leur emboîter le pas. Les hommes en costume noir se dirigèrent droit vers un terrain vague, sans issue, et qui longe le centre commercial. Au bout de celui-ci, un simple mur limite l'accès à un chantier voisin qui a entamé des travaux de construction. Du parvis du centre commercial, Brayland observe les deux hommes s'éloigner. Soudain, il entendit une voix chuchoter derrière lui. Bien évidemment, il se retourne pour voir, mais il n'y a absolument personne. Il jette de nouveau son regard vers les deux hommes en complet qui continuent à tracer leur chemin sans soucier de la boue et des obstacles. Une fois de plus, Brayland entend de nouveau cette même voix qui murmure son nom. Il se retourne et là, il n'y a toujours personne. Les choses vont très vite. À peine le temps de se focaliser sur les deux hommes qui sont déjà disparus. À croire qu'ils sont passés à travers le mur. Cette rencontre vous semble déjà invraisemblable, ce n'est pourtant pas un cas isolé. En effet, depuis les années 1950, plusieurs autres témoignages sur des personnes tout aussi obscures ou liées à des enquêteurs du phénomène OVNI font surface. Tous ont un point commun, ils décrivent systématiquement des hommes habillés en costume noir avec des démarches étranges et parfois même des discours aussi farfelus. Baptisés depuis les Hommes en Noir ou MIB en anglais pour Men in Black, je le disais en introduction, ces mystérieux personnages ont même été incarnés au cinéma sous les traits de Will Smith et de Tommy Lee Jones. Pour en savoir plus sur les Hommes en Noir, il est important de connaître tous les détails liés à leur apparition dans la légende populaire. C'est en 1952 au Connecticut que l'affaire des Hommes en Noir commence à prendre de l'ampleur. En effet, c'est suite à la création cette même année de 1952 d'un organisme voué à l'étude des ovnis appelé l'International Flying Saucer Bureau, fondé par Albert K. Bender. Très vite, l'association rencontre un grand succès et voit des délégations apparaître aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Suite à cela, à l'automne de l'année suivante, au moment où le bureau était en pleine expansion, Bender déclare tout fermer. Ce fut le cas en quelques jours seulement, l'organisme s'est réduit à un simple souvenir lointain. Ce n'est que quelques années plus tard, 3 ans précisément, que le voile est levé sur cette affaire. Gray Breaker, un ami de Bender, explique dans son livre intitulé « They knew too much about flying saucers », ils en savaient beaucoup trop sur les soucoupes volantes, les véritables raisons derrière la décision de tout arrêter. Bender aurait été sommé de quitter l'univers des ovnis par 3 hommes entièrement vêtus de noir.
complet noir, cravate noire, chemise blanche et lunettes noires. Ces derniers auraient même ajouté de faire ça rapidement avant que les choses ne tournent mal. La publication du livre de Gray Barker a eu comme un effet de multiplier l'apparence des MIB aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Le protocole reste majoritairement le même, c'est par groupe de 2 ou 3 que des hommes entièrement de noir vêtus font leur apparition chez des témoins et enquêteurs pour les sommer, d'un ton des plus intimidants et menaçants, d'arrêter net leur activité, de ne rien divulguer de ce qu'ils auraient pu assister, ou même juste de leur signaler simplement qu'ils sont surveillés. Fait surprenant, les MIB en connaissent parfois plus qu'il n'en faut sur leurs victimes, leurs diverses habitudes, des noms précis de leurs amis, leurs emplois du temps et même parfois des détails bien plus intimes. En 1959, Edgar J. Hoover, le grand chef du FBI, a eu vent de l'affaire et a demandé à ses services de lui apporter une copie du livre de Gray Barker. Selon toute vraisemblance, le FBI se trouve en mauvaise posture dans cette affaire. Après enquête, la police fédérale affirme simplement que ses services ne sont pas liés à ces mystérieuses visites. Le 3 août 1965, en Californie, Rex Eflin, un employé, conduit sur la route de Santa Ana. Après un arrêt, il a voulu prendre en photo des branches d'arbres sur le chemin de fer. À cet instant, Eflin aperçoit dans le ciel un objet circulaire qui brille au soleil. Son déplacement est très silencieux mais provoque une légère perturbation au sol, comme des vibrations. Eflin, pris d'un soudain réflexe, dirige sa caméra et capture 4 clichés de l'OVNI avant qu'il ne s'évapore dans la nature. Dans les jours suivants, la sœur d'Eflin apporte des photos au Register de Santa Ana. À la suite de cela, les photos sont publiées le 20 septembre, soit 6 semaines après les événements. Le jour même, Eflin reçoit un appel d'un homme qui se présenta comme un colonel de la NORAD, acronyme pour North American Air Defense. L'officier fixe un rendez-vous avec Eflin pour le 22 septembre et lui demande de rester discret d'ici là. Le 22 septembre, 2 hommes en costume noir sonnent chez Eflin et lui expriment une demande pour le moins inhabituelle. C'est d'emprunter ses photographies originales tout en lui promettant de les lui rendre au plus vite. Les hommes ne donnant plus de signes et photos aussi, Eflin décide de contacter le bureau local de la NORAD où bien évidemment ils ignorent tout de ces événements. Ce n'est qu'au bout de 30 ans d'attente, en 1992, que les photos ressurgissent dans sa boîte aux lettres dans une enveloppe anonyme. Surprenant, n'est-ce pas ? Plus encore dans le même délire avec les forces armées cette fois, c'est en 1967 que l'US Air Force émet une note à l'intention de son personnel que des gens vêtus en civil et prétendant appartenir à un corps d'élite de la NORAD visiteraient des témoins du phénomène OVNI pour leur demander de ne rien dire de leur observation. L'Air Force va même plus loin et qualifie ces visiteurs d'imposteurs. Ce sont des imposteurs et que tout officier ayant eu vent de telle activité doit immédiatement en informer ses supérieurs. En 1978, dans l'état de l'Ontario, Patricia Hayes, une enquêtrice pour la Canadian UFO Research Network, une organisation à caractère ufologique de Stratford, a également reçu une de ces visites qu'elle n'oubliera jamais. Je vous invite à lire son témoignage. Il est également vrai que plus le temps passe, plus le mystère autour de ces mystérieux en hommes noirs s'intensifie, atteignant même le stade des grandes spéculations sur tout et n'importe quoi. Certains prétendent qu'ils appartiennent à une aile secrète de la CIA, là où d'autres les accusent de faire partie de l'armée de l'air américaine, qui a été au moment de ces événements en pleine grande étude sur ce même phénomène des ovnis et de leur mystère. Cependant, des documents rendus publics récemment suite à la loi d'accès à l'information remettent considérablement en doute ces pseudo-solutions. D'autres encore vont même jusqu'à prétendre que les hommes en noir auraient appartenu à un organisme occulte en charge de surveiller l'information sur les ovnis. Dans les faits, la réponse à ces questions est peut-être beaucoup plus simple. D'un point de vue historique, les MIB font leur apparition en 1953, pour ensuite multiplier leur apparition durant les années 50 et 60. Puis, depuis 1969, ils ont presque disparu de la surface de la Terre, si ce n'est quelques rares apparitions par-ci, par-là. Or, là où je veux en venir, c'est que cette période correspond à la période de la tenue du projet Blue Book, la commission d'enquête américaine sur les ovnis, parrainée par l'US Air Force. La même année, l'implication de la CIA dans le dossier des ovnis s'opère. Pour l'histoire, je rappelle à toute fin utile que c'est en 1953 que la CIA avait déclaré lors d'une réunion secrète au Pentagone vouloir que le dossier OVNI soit retiré d'entre les mains des civils. À l'issue de cette rencontre, la CIA prend toutes les mesures nécessaires pour que le phénomène OVNI ne soit plus du tout utilisé. Suivant cette explication, Albert Bender et son International Flying Saucer Bureau auraient donc été les premières victimes de ces nouvelles dispositions. Il est donc possible que certains hommes en noir soient de vrais agents de la CIA. Dans d'autres cas, il est aussi possible que des officiers de l'US aient rendu visible à de simples citoyens. Air Force, attaché au projet Blue Book, des officiers qui, sous l'effet de l'imagination débordante d'un journaliste en quête de sensations, soient devenus des MIB.
Enfin, il n'est pas impossible d'imaginer que certains hommes en noir ne soient en réalité que des ufologues ou des enquêteurs qui s'habillaient en noir pour se donner un style assez excentrique et de manière voulue. Cela dit, même si ces hypothèses mettent hors jeu de nombreux témoignages, elles n'expliquent cependant pas tout. Celui de Grant Braden reste indéniablement la plus marquante. Difficile de croire qu'il aurait imaginé ces personnages bizarres. Et si justement les MIB étaient autre chose? Ces questions restent quand même en suspens. Qui sont les hommes en noir? Des agents à la solde du gouvernement? Des ufologues zélés? Des extraterrestres en mission? Je l'ignore, mais je dois reconnaître que le simple fait de penser que ces personnages puissent être des extraterrestres qui ont pour mission de dissuader les témoins et des enquêteurs de diffuser des informations me paraît à la fois excitante et invraisemblable. Toujours est-il que les témoins de ces histoires y croient dur comme fer. Et vous alors, y croyez-vous ?